Bonjour à tous, merci de rejoindre Géopolis. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine de débat autour des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous avons un sujet un petit peu particulier. Nous allons parler de la presse, de la liberté de la presse et de cette question qui est la dépénalisation de délits de presse. Il y a un peu plus d'une année, le chef de l'État, lors des débats autour des États généraux de la presse, avait estimé que c'était important d'aller vers la dépénalisation de la presse. Le président de la République avait même estimé que c'était un pas important pour aller vers la requalification du métier de journaliste. Plus d'une année après, il n'en a encore rien été. Dans un environnement de clivage politique très prononcé, les journalistes ont l'impression d'être très coincés entre deux feux. En témoigne le tableau très sombre dressé par GED, le journaliste en danger, cette ONG que vous connaissez bien. Le tableau qui répertorie en 2020 par exemple 116 cas d'atteinte à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes, un mort, une disparition, une quarantaine d'interpellations. 2021 a été encore pire avec 3 journalistes assassinés. C'était à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un tableau plus qu'inquiétant, surtout lorsqu'on sait qu'on s'achemine vers les élections. Voilà pour le sujet principal pour cette émission de ce jour. Donc, pour débattre, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau Fiston Oleko. Bonjour Fiston. Bonjour Patrick Lunga, bonjour à mon co-débatteur, mais aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, Fiston Oleko qui n'est plus à présenter, un habitué de Géopresse, un journaliste ici à Géopolis Forum. Et pour débattre avec Fiston, à ma gauche, à votre droite, on a Dieudonné Boinali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Lunga, merci pour l'invitation. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour aussi à mon co-débatteur Fiston Oleko, que nous aimons bien. Voilà, donc je vais rappeler qu'au moment où nous enregistrons cette émission, notre confrère Stani Boujakera a entamé, on va dire, totalise une semaine depuis sa détention. Nous avons une pensée pour lui et nous lui souhaitons également d'être remis en liberté. Alors, Fiston Oleko, d'abord, première question que je peux poser, comment jugez-vous la liberté de la presse aujourd'hui au Congo, vous qui êtes journaliste? Merci beaucoup Patrick Ilonga pour la question. Il faut dire que la République démocratique du Congo, je l'ai dit souvent, je l'ai dit toujours, a opté pour marcher dans les principes démocratiques qui sont des principes universels, connus de tous. La liberté de la presse en République démocratique du Congo, il y a encore un chemin à faire. Quand vous voyez déjà le 3 mai dernier, quand comment on l'appelle, Reporters sans frontières publie sa liste des médias, les médias qui, comment les pays, le classement des pays en termes de la liberté de la presse. La place de la RDC sur 180 pays, c'est 124e. Donc sur 180 pays, nous sommes à la 124e position. Donc c'est déjà évocateur, c'est déjà aussi interpellateur, parce qu'il faut dire que vous avez parlé ici de la classe politique qui est clivante et que les médias le sont aussi. Là, c'est un principe universel et on le trouve même dans d'autres pays des vieilles démocraties. Et il faut rappeler aussi qu'un pays comme la France, où on pense que tout est rose en termes de démocratie, sont 24e. Donc elle a 23 pays devant lui. Ça dit que ce n'est pas tout à fait aussi correct que ça. Mais à la République démocratique du Congo, le problème, c'est d'abord la politique. Mais il y a aussi cette question de l'Est de la République démocratique du Congo qui vraiment fait que la liberté de la presse et surtout les professionnels, les acteurs principaux de l'exercice de cette liberté de la presse sont pris souvent en étau entre, je prends les cas peut-être du Nord Kivu, entre les forces loyalistes qui dirigent la province sous état de siège, mais aussi les rebelles de M23. Et ici, quand vous venez par exemple à Kinshasa, où il y a vraiment beaucoup plus d'enjeux politiques au niveau national, vous trouvez que cette tendance-là est aussi très prononcée dans le sens où
il y a un peu de censure, il y a un peu, vous avez aussi évoqué ici la question de Stani Boujakera qui fait jaser vraiment énormément. Donc il faut dire que la liberté de la presse, oui, mais en République démocratique du Congo, il y a vraiment encore du chemin à faire au regard des faits en présence. Voilà, vous faites bien de rappeler le classement de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières rappelle quand même que, bon, 124e, mais la RDC a gagné quand même une place. Ouais. Une place. Dieudonné Boinali, la même question, je vous la pose aussi. Vous, en tant que journaliste, donc vous avez ce vécu-là, où donc votre voix porte et doit compter pour ceux qui nous regardent. Comment jugez-vous la liberté de la presse aujourd'hui au Congo? Merci d'abord Patrick pour avoir choisi ces sujets. Il nous arrive de parler des autres, mais rarement nous les journalistes, nous parlons de nous-mêmes, des problèmes qui touchent à notre secteur, des problèmes inhérents à la vie du journaliste. Je suis heureux de constater que mon co-débatteur est venu avec des statistiques, des études faites par des ONG qui défendent les droits des journalistes et surtout la liberté de la presse. Fiston Leko a parlé de la position de la RDC. Selon les classements faits par les Reporters sans frontières, nous sommes 134e, 124e si je ne me trompe pas. Sur 180 pays. C'est 180 pays, la RDC est 124e. La France, vous avez dit, elle est 24e. Or, au moment où nous parlons, il y a l'un de nos confrères, Stani Boujakera, qui est emprisonné pour avoir fait son travail en toute indépendance et avec objectivité et professionnalisme. Et il se trouve aussi parmi les personnes physiques et morales qui sont en première ligne pour défendre son dossier. Vous trouvez aussi les médias issus de la France, qui est 24e. Et moi, je croyais que la France allait être dans les top 5. Mais à part la France, il faut savoir que j'ai amené aussi quelques statistiques. En 2022, il y a 533 journalistes qui ont été emprisonnés dans le monde. Et vous avez 488 pour l'année antérieure, c'est-à-dire à 2021. Et les pays qui constituent les top 5, vous avez la Chine avec 110 journalistes emprisonnés, Birmanie deuxième position 62, l'Iran 47 journalistes emprisonnés, le Vietnam 39 journalistes emprisonnés et à la cinquième position vous avez la Biélorussie, 31 journalistes emprisonnés. En RDC il y en a quelques-uns, 2 à 5 qui sont aussi emprisonnés, pas seulement à Kinshasa, même dans les Congo profonds. Bon. Concernant votre question, je vais dire que la liberté de la presse fait partie des composantes essentielles de la liberté d'expression. On ne peut pas parler de la liberté d'expression sans parler de la liberté de la presse. Concernant mon pays, la République démocratique du Congo, il y a des entraves qui se présentent devant le travail des journalistes. Et vous avez d'abord des pressions fiscales, vous avez des pressions économiques, des pressions politiques, financières, juridiques, qui font qu'un journaliste aujourd'hui travaille dans un environnement malsain qui n'est pas propice pour qu'il puisse s'émouvoir et puis faire un travail tel que attendu par la société congolaise. Je voulais parler par exemple de l'absence de la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Il n'y en a pas en République démocratique du Congo. Il y a aussi l'absence sur l'accès aux sources d'information. Quand un journaliste par exemple descend sur le terrain pour chercher des informations, il reçoit souvent le refus. On ne peut pas vous donner ces informations, ça relève du secret défense par exemple. Si c'est un journaliste qui se spécialise sur des questions militaires, qui s'intéresse à la guerre, au conflit, on va lui dire non, on ne peut pas par exemple vous donner les statistiques de la police, et de l'armée, ça relève du secret défense, combien touche un général d'armée, on ne va pas lui donner
toutes ces informations parce qu'il n'y a pas une loi qui oblige les gouvernants, civils, policiers comme militaires, de nous donner ces informations. Il n'y a pas une loi. Vous allez aussi dans les secteurs privés, vous pouvez demander par exemple des statistiques, c'est moi si les chiffres d'affaires. Même pour les comparer. Hein. Une entreprise par exemple qui opère dans les secteurs économiques, sous-secteur ressources naturelles, les mines, vous demandez par exemple les chiffres d'affaires des 5 dernières années, les 10 dernières années, pour étudier par exemple l'évolution du chiffre d'affaires. Depuis le début de l'installation de cette entreprise en République démocratique du Congo jusqu'en 2023, on ne va pas vous donner ces chiffres. On risque de croire que non, vous travaillez pour les fiscs, que vous êtes venus les espionner. Et puis vous allez publier ces informations. Par après, ils auront des problèmes. Je m'excuse. C'est pour vous dire que nous travaillons dans un environnement qui n'est pas sécurisé. Et pour nos entreprises de presse, et pour nous, agents qui travaillons dans le secteur des médias. Vous avez aussi l'absence des contrats de travail pour les journalistes. Il n'y a pas un syndicat professionnel au sens strict du mot qui défend les droits des journalistes. C'est-à-dire, je prends l'exemple des confrères qui sont emprisonnés, qui sont interpellés tout le temps par la justice. Et dans la majorité des cas, ce sont des politiciens que nous appelons les amis de la presse. En réalité, les politiciens ne sont pas des amis. Ils viennent recourir à la presse quand ils ont besoin d'accéder au pouvoir, quand ils cherchent l'impérium. Une fois qu'ils sont élus ou nommés, ils s'en foutent de la presse. D'ailleurs, ils vont nommer même pas un journaliste comme Charcom. Ils vont mettre son frère qui n'est même pas formé. Et puis ils vont commencer à s'en foutre du journaliste. C'est important qu'il accorde l'interview. Non, mon chef ne peut pas parler, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraves qui font que aujourd'hui, il est difficile en République démocratique du Congo d'exercer ces métiers. Et pourtant, je cite, la dépénalisation de la des délits de presse, voulais-je dire, et la loi sur l'accès aux sources des informations font partie des promesses des campagnes du président de la République, Félix Tshisekedi. Même s'il est arrivé à la fin de son mandat, il lui reste, je pense, moins de 4 mois. Mais on dit qu'il n'est pas trop tard pour bien faire, pour réagir. Il a encore 3 mois. C'est possible. La loi prévoit que si l'Assemblée nationale, je voulais dire le Parlement, est en vacances parlementaires, le Parlement autorise de prendre certaines lois et de les promulguer en procédure d'urgence par décret. C'est possible. On ne peut pas attendre tout du Parlement. Le Parlement a beaucoup de textes, de lois qui sont mis dans les tiroirs. Si nous ajoutons les nôtres, je ne sais pas si c'est en quelle année, en 2032 ou 2036, qu'on va voter la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Je pense qu'il y a une ouverture, il y a une fenêtre. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'a déjà exploité avec une loi qui nous a dotés récemment. Il peut l'exploiter encore chaque fois que le Parlement est en vacances pour qu'on dote le secteur de ces deux importantes lois. Je ne dis pas que ce sont les seules, mais il y en a beaucoup dont nous avons besoin. Non seulement lui, il parle de l'assainissement, mais il faut aussi la bonne organisation du secteur pour permettre aux journalistes de travailler dans la sécurité. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de la dépénalisation. Vous avez évoqué cette question pendant qu'on était en train de planter justement le décor autour de la liberté de presse. Mais sur cette question, je vais poser la question à Fiston Oleko. Il y a un débat sérieux quand même dans la société. Les gens disent que, bon, pas seulement les politiciens, c'est-à-dire les Congolais lambda disent que, bon, finalement, les journalistes doivent être des justiciables comme tous les autres compatriotes. Maintenant, cette question de dépénalisation de délits de presse, si vous devez la définir d'abord, comment vous la définissez? Quand on parle de dépénalisation de délits de presse, c'est-à-dire que simplement, c'est qu'un journaliste ne peut pas être arrêté pour avoir posé un acte qui rentre dans le cadre de son travail. Le travail qui est d'informer. Parce qu'il faut dire que le droit d'informer relève du droit du public de s'informer. Parce que l'information, au-delà même de sa définition, qui est un fait socialement significatif, qui oriente même les décisions des citoyens ou des autorités, mais c'est aussi un bien public. Donc, on ne peut pas arrêter un journaliste
parce qu'il a fait son travail, le travail d'informer. C'est ça justement le principe qui concourt à la dépénalisation des délits de presse. Malheureusement, en République démocratique du Congo, nous avons encore des dispositions, par exemple avec la loi qui vient d'être promulguée, l'ordonnance loi portant exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Il y a encore des incises qui signifient que si vous diffusez telle information qui trouble à l'ordre public, qui fait ceci ou cela, un journaliste est puni selon la loi, donc selon la loi pénale. Donc il y a vraiment à faire sur ce point-là en République démocratique du Congo, parce que la loi elle-même, qui vient d'être promulguée ici en avril, prévoit aussi des mécanismes, par exemple des droits de réponse, donc qui fait que si vous vous sentez lésé par une information publiée par le journaliste, vous pouvez justement et rapidement revenir aux médias ou venir aux médias, passer votre droit de réponse et l'affaire est réglée. Et cela ne doit pas conduire justement à ce que les journalistes soient arrêtés pour avoir donné une information qui du reste n'est pas une parole d'évangile, n'est pas, si les journalistes se disent, c'est pas ça la vérité suprême, parce qu'un journaliste aussi peut se tromper, parce que une source, parce que le journaliste s'informe pour informer, l'une de ces sources peut aussi jouer à la manipulation. Les journalistes ne sont pas des dieux pour savoir que ce que je donne comme information ici est absolument vrai et ça ne peut pas être démenti ou quoi. Voilà pourquoi il y a des mécanismes qui sont prévus. Vous voulez dire que le journaliste peut se tromper de bonne foi? De bonne foi, oui, justement. Le journaliste peut se tromper de bonne foi. Voilà pourquoi il y a ces mécanismes-là des droits de réponse. Il y a ces mécanismes-là de pouvoir revenir sur des démentis. Voilà, donc moi je pense que ce principe-là, il est très fondamental, surtout pour des pays qui se veulent démocratiques, tels que la République démocratique du Congo. Quand on parle de la démocratie, on voit, c'est un pays qui... la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est un principe où on parle du pouvoir pour les peuples, par les peuples et du peuple. Donc, qui veut dire que la population veut des gens qui le dirigent, qui la dirigent, soit des gens honnêtes. Et des gens honnêtes doivent accepter quand même d'être contrôlés, doivent accepter quand même d'être critiqués par, je ne sais pas, non seulement des journalistes, mais par l'opinion nationale. Et quand on commence, par exemple, à enfermer des journalistes qui font leur travail d'informer, c'est-à-dire qu'on a des choses à se cacher. C'est-à-dire qu'on a des choses qu'on se reproche d'abord soi-même. Donc ce sont des principes, comme je l'ai dit, universels, consacrés par exemple par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le pacte international des droits civiques et politiques. Ce sont là des instruments internationaux, parmi les instruments internationaux, qui consacrent ces principes-là, justement parce que nous sommes alignés dans un principe démocratique. Le principe démocratique qui veut qu'il y ait la bonne gouvernance, qui veut qu'il y ait la transparence dans la gestion de la chose publique. Donc ce sont ces éléments-là qui concourent à ce que le journaliste, qui consacre même le travail des journalistes, et c'est ça aussi qui fait que la dépénalisation de délits de presse soit un élément important, parce que les opinions, les sensibilités divergent dans un pays, divergent dans un État qui se veut démocratique, et un journaliste ne peut pas être victime des positions des acteurs dans la société. Voilà, j'ai une question de relance. Vous répondez pendant 1 minute. On va passer la parole à Dieudonné Boinali. Vous avez expliqué les éléments justement pour un pays qui se veut démocratique. Ouais. Mais est-ce que ces principes doivent marcher forcément dans un pays qui est un petit peu particulier avec, on va dire, c'est un pays en guerre. La RDC est un pays en guerre. Est-ce que ces principes-là peuvent marcher dans un pays en guerre comme celui-ci? C'est ça toute la difficulté quand on est en guerre. Vous-même déjà, vous vous auto-censurez. Vous avez déjà des problèmes pour accéder dans certains coins pour avoir les informations. Ça, ce sont les principes. Là, il faut le dire, ce sont les principes. C'est l'idéal. Mais c'est l'environnement, l'écosystème dans lequel les journalistes ou la presse, de manière générale, évoluent, qui détermine ce que le journaliste doit faire et ne doit pas faire. Et lui-même, tout en étant conscient que je ne peux pas aussi risquer ma vie. Parce que c'est aussi une question de vie. Vous avez beaucoup d'exemples dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, Julian Assange qui est toujours recherché, et c'est sa vie qui est en danger. C'est à cause de l'information. C'est à cause de l'information, justement. Donc, c'est aussi l'environnement que le journaliste doit tenir vraiment compte, parce que non seulement de sa vie, mais aussi
comme je l'ai dit, qu'est-ce que je voulais même dire là, de l'environnement qui détermine ce qu'il doit faire, parce que les journalistes n'évoluent pas en vase clos, justement. Il y a bien évidemment il est dans un environnement déterminé. Voilà. Dieudonné Boinali, que répondez-vous à ceux qui estiment que le journaliste est un justiciable comme tous les justiciables, donc il doit répondre devant la loi comme répondrait un autre Congolais, comme répondrait un Congolais lambda? Ils ont raison, mais je vais ajouter un mais. Les journalistes, c'est un citoyen dans une république, dans une société qui se veut démocratique. Nous ne demandons pas que les journalistes soient considérés comme un être spécial, un personnel spécial, un agent spécial. Non, nous sommes des citoyens au même titre que tous les autres Congolais qui sont dans les autres catégories professionnelles. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a des tribunaux pour enfants. Quand vous violez une mineure, vous pratiquez la pédophilie, on ne va pas vous amener dans les tribunaux des droits communs. On va vous dire non, nous avons des tribunaux pour enfants que nous avons créés à Kinshasa et à travers la République. C'est là où on va vous amener. Un médecin, s'il a commis une faute de service, on va vous dire non, il y a l'ordre des médecins, il y a une procédure disciplinaire au sein de l'hôpital pour réprimer tel acte, pour que ça ne puisse pas se reproduire. Vous avez aussi, par exemple, des footballeurs professionnels. Nous parlons des joueurs de Léopard, de Vitaï Malama Zembe. Quand un joueur se méconduit, se comporte mal, vous suivez dans des clubs européens, Paris Saint-Germain, tel joueur est parti en vacances, il est revenu après 2 semaines de retard. Tel joueur et tel joueur se sont battus. Vous vous souvenez de l'affaire Sadio Mané au Bayern de Munich avec l'autre joueur que j'ai oublié les noms. Le roi Sané. Les rois Sané. Ils se sont presque battus. Est-ce qu'on les a amenés devant un tribunal des droits communs? Mais je ne plaide pas pour l'impunité des journalistes, parce que parmi nous, il y a quand même des brebis galeuses. Dans toute famille, il y a des bons enfants, il y a aussi des mauvais. Moi, je suis en train de parler en règle générale. Quand un journaliste, vous sentez qu'il a commis un délit de presse, ou bien il a offensé quelqu'un, ou bien il a outragé les chefs de l'État, et il a glissé vers la diffamation, il a fait publier ou bien diffuser une mauvaise information, une information erronée, nous disons, Fiston Leco a dit tout à l'heure, les journalistes ne sont pas des dieux, ne sont pas des anges, ils peuvent se tromper directement ou indirectement à travers leurs sources d'information qui sont censées aussi protéger. Parce que la protection des sources d'information pour les journalistes représente pour nous les secrets professionnels. Un principe sacro-saint. C'est un principe sacro-saint. Un journaliste ne peut pas vous dire que non, telle information, c'est telle personne qui va me la donner. Mais on risque d'aller décapiter cette personne, les tuer, soit les chasser du travail. Donc un journaliste ne peut pas livrer ses sources d'information. Ça, c'est déjà de 1, 2, 2. Quand vous sentez... Est-ce que le soldat qui vous arrête, il a cette notion, il sait ça? Mais ils ne connaissent pas la procédure. Ils ignorent presque toutes les lois qui régissent la République et certaines professions. Un policier qui arrête un journaliste comme un malfrat, comme un bandit de grand chemin, un Koulouna, ces policiers-là, moi je pense, ils ignorent et la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, tous les droits internationaux et toutes les lois que nous avons au pays. Pourquoi on apprend aux étudiants en droit, il y a un cours qu'ils étudient, l'OCJ, Organisation et compétences judiciaires. Pourquoi on les apprend ça? Les OPJ, que ce soit à compétences restreintes ou à compétences générales, il y en a, les bourgmestres et OPJ, les gouverneurs, les commissaires de police, ils doivent apprendre toute cette procédure-là. Comment on arrête un journaliste, comment on arrête n'importe quelle personne. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un dans un pays qui se veut démocratique, qui s'appelle la République démocratique du Congo, comme un bandit, comme un malfrat. On peut supposer, bon,
il a commis la flagrance. Dans ces cas-là, vous pouvez l'arrêter à tout moment, même si vous l'avez trouvé en train de manger, parce qu'il venait de braquer une banque, il a tué quelqu'un, il a commis les viols. Pour ces cas-là de flagrance, en tout cas, que vous ayez l'immunité, que vous soyez en costume, en cravate ou pas, on vous arrête. Mais nous disons ceci. Il n'y a pas seulement l'affaire Stani Boujakera, il y a l'affaire Fali avec les confrères Gauthier Sey. Mais vous allez voir dans tous ces dossiers-là, tout le monde saute la procédure, tout le monde va directement vers le tribunal. Et pourtant, nous avons les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Vous pouvez aller vous plaindre chez Bossembe qu'il y a eu tel jour, à telle heure, président, on a organisé une émission, en tout cas, on a jeté de l'opprobre sur moi. On a dit des faussetés sur ma carrière, sur mon emploi, des choses que je n'accepte pas. Vous vous plaignez auprès du CESAC et le CESAC va faire le travail à votre place. Vous pouvez aller même auprès du gestionnaire de ces médias-là. Vous sollicitez les droits de réponse. On va vous les donner. Vous allez, si c'était un tabloïd, un journal, vous allez publier à la même page. On va vous donner les mêmes espaces. Le même espace. Vous allez bénéficier de la même diffusion, la même parution. Mais souvent, les gens ignorent ça. Vous allez voir, on prend un journaliste, on l'amène devant un tribunal. C'est cela que vous voyez les différentes corporations de journalistes venir vers les ministres du secteur. Non, Excellence Mouyaya, ce qu'on a fait à X, ce n'est pas bien. Vous-même, vous êtes journaliste de formation, vous savez, quand un journaliste a commis un acte supposé qui tomberait dans la diffamation, vous connaissez la procédure. Si la personne lésée a jugé que c'était de la diffamation, c'était une fausse information, notre métier lui permet de venir avec son droit de réponse. On va les diffuser gratuitement. On va les publier gratuitement. On ne peut pas amener un journaliste devant le tribunal parce qu'il a dit que non, toi, tu n'as pas pu remplir les stades. Parce qu'il dit que non, toi, ta musique n'est pas écoutée aux États-Unis ou en Chine. Vous vous dites non, il a menti. Et surtout que nous connaissons, il y a certains secteurs en République démocratique du Congo où le mensonge s'est installé comme la religion. C'est devenu comme une religion. Je parle du monde de la musique, bref, de la culture, le secteur de la culture et art, et sous-secteur musique. Ça fait 20 ans, je peux même dire 25 ans, que tous nos musiciens ici, toutes les informations qu'ils amènent vers les chroniqueurs, même qu'on diffuse dans les émissions, beaucoup sont fausses. Il faut les vérifier. Il y a des musiciens qui nous ont dit ici, un jour, devant des plateaux de télévision, que nous avons fléri. Mais au jour d'aujourd'hui, si on prend ces vidéos-là, on les balance aujourd'hui, ils vont dire non, c'est de la diffamation, c'est de l'acharnement. Mais toi, tu nous avais dit il y a 10 ans, quand tu étais dans tel orchestre, on te payait bien, tu as acheté une parcelle à Montfléry. Voilà. Mais aujourd'hui, la réalité veut que peut-être tu habites en Giringiri, soit à Gombe, soit tu es à Mongafula. Mais tu n'as pas en réalité cette maison-là. Mais quand un journaliste fouine dans ces dossiers-là, il trouve la vraie information, il donne ça au public. Les gens disent non, c'est l'acharnement, ce journaliste ici, il est manipulé, et il écrit, il parle mal contre moi, c'est ma carrière qui est en jeu. Tout ça, c'est ça les problèmes avec la République démocratique du Congo. Or, dans le travail du journaliste, il y a des principes sacro-saints, il y a l'objectivité, il y a la vérité aussi. Le travail du journaliste apporte de la lumière dans la société. Si vous ne voulez pas que un journaliste vous dise la vérité, vous donne la vraie information, alors quelle est l'information que vous cherchez en suivant les médias ou bien en achetant un journal? Merci. Voilà en fait merci, ce que je voulais dire. Merci Dieudonné Bonali, mesdames et messieurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes dans Géopresse et nous traitons aujourd'hui des questions sensibles comme la dépénalisation des délits de presse. C'est quand même une question importante pour les journalistes au Congo. Fiston Oleko, comment dépénaliser les délits de presse dans un environnement où on a les journalistes qui se sont distingués dans ce qu'ils appellent le journalisme engagé,
et qui se permettent parfois d'attaquer des confrères de front comme ça, qui se permettent d'attaquer des personnalités dans le monde économique, dans le monde politique, dans cet environnement qui est un petit peu vicié, avec les internautes, vous savez, l'armée numérique, l'arsenal médiatique, dans cet environnement un petit peu dévoyé, comment justement dépénaliser? Est-ce que c'est pas plus compliqué? Moi, je comprends bien peut-être l'attitude des autorités de la République, parce que d'abord, ce sont des politiques, de pouvoir hésiter pour aller dans ce sens-là de dépénaliser. Il est vrai que parfois, il y a des excès dans les chefs de certains journalistes qui, dans l'exercice de leur métier, débordent un tout petit peu dans les langages. Il y a malheureusement aujourd'hui une forme de journalisme. Vous avez parlé du journalisme engagé, mais la question c'est pour quelle cause? La question c'est pour qui? Nous sommes... cette question englobe beaucoup de réalités et jusqu'au même au niveau économique des journalistes, parce qu'il y a, pour qu'on résout ce problème-là, par exemple, vous avez du journalisme engagé où on voit les journalistes prendre position publiquement. Oui. Il y a aussi la question économique des journalistes qui est mise en cause, bien que ce n'est pas toujours parfait dans tous les pays du monde, même dans les vieilles démocraties, comme je l'ai dit ici, mais le traitement du journaliste comme un travailleur d'abord, mais aussi un travailleur qui travaille dans un environnement un peu beaucoup plus compliqué, ça pose problème et ça pousse certains à trouver des appuis financiers, à trouver des gens qui doivent aussi les protéger quand il y aura un problème. Vous avez la parole, je vous complète un petit peu. Quand vous trouvez, par exemple, des appuis financiers dans les partis politiques, et ce parti-là veut faire de vous leur porte-voix. C'est ça le problème. Les ennemis de ce parti deviennent vos ennemis à vous. Directement, c'est ça le problème. Parce que c'est ça même le danger de notre métier, mais aussi les dangers de certaines attitudes qu'on ne devrait pas normalement. Je rappelle qu'ici, nous parlons de nous. C'est toujours difficile de parler à son propos, mais ça vaut quand même la peine de le dire. C'est ça tous les problèmes. Parce que quand vous vous adhérez dans de telles logiques, vous perdez même votre objectivité, vous perdez même votre sens des faits. Vous êtes dans la signification, vous êtes dans l'interprétation, vous êtes comme ça dans l'orientation de l'opinion, mais vous n'êtes plus dans les faits. C'est ça le plus grand problème que nous avons ici. Mais je pense réellement que il est possible de dépénaliser malgré tout ce que nous avons, parce qu'il faut dire que le Congo ne manque pas cet arsenal juridique qui encadre justement le travail des journalistes. Mon co-débatteur a parlé ici, c'est ça que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. On a des organisations d'autorégulation. Nous avons l'Union nationale de la presse du Congo. Nous avons l'Observatoire des médias. Elle-même, l'Union nationale de la presse du Congo, qui ne brille pas forcément par le bel exemple. Mais c'est ça justement le problème. C'est-à-dire que les structures qui, même de régulation ou d'autorégulation, il y a une forme... c'est-à-dire que c'est toute la sorte de caporalisation, un peu de politisation dedans. Donc nous sommes vraiment inféodés des hommes politiques. Partout. Parce que les journalistes ne cotisent pas. C'est ça le grand problème. Déjà, quand vous avez une corporation qui, pour organiser son propre congrès, il faut faire appel à Mamadi Mizniakerou, il faut faire appel au président de la République. Aux ambassades. Il faut faire appel aux ambassades, Internews, à chaque moment des lettres, ça... Mais si hier il y a quelque chose de mauvais sur Internews, comment est-ce que vous aurez le courage de dénoncer Internews quand c'est lui qui est le pourvoyeur des moyens pour que vous vous organisez? Donc c'est l'environnement dans lequel nous sommes et ça doit vraiment être amélioré. Malheureusement, quand vous voyez même les derniers travaux des états généraux de la presse et des médias et de la communication, où en sommes-nous avec les recommandations? Si ce n'est que, par exemple, la loi qui est publiée parmi les recommandations, mais d'autres recommandations, où en sommes-nous? Personne ne s'en occupe. Aujourd'hui, on parle du congrès de l'UNPC
qu'est-ce qui va en ressortir? Est-ce que ça sera respecté par nous-mêmes les journalistes? Ça pose des problèmes, mais cela n'occulte pas le fait de la nécessité de voir comment est-ce qu'on va dépénaliser les délits de presse en République démocratique du Congo et trouver d'autres mécanismes pour pouvoir... vous savez, la sanction, ce n'est pas seulement la prison, hein. Il y a aussi la politique du bâton et de la carotte. On peut procéder aussi par des actes pédagogiques. Moi, j'ai vu le président du CESA, quand il a pris ses fonctions, il a dit dans chaque rédaction, il y aura des lois ou des textes qui régissent le métier. Bon, jusque-là, ça tarde à venir, on attend. Mais il faut aussi procéder par la compréhension des textes qui régissent notre métier. Faire ce travail-là de pédagogie dans des rédactions, individuellement avec des journalistes, pour que nous assistions vraiment à une amélioration de ces questions récurrentes des journalistes engagés. On ne peut pas interdire à un journaliste de réfléchir, mais du fait de son statut de journaliste, il ne peut pas quand même se permettre de tout dire, surtout dépend des positions tranchées. Il y a des journalistes, quand ils montent sur un plateau, vous sentez vraiment que c'est un politique qui parle. Oui. Vous sentez vraiment que c'est comme si c'était un porte-parole. Alors que tout ça... Un boxeur de mots. Un boxeur de mots. Comme s'il était vraiment au front dans un combat. Donc, ce sont des choses à régler, mais il faut trouver une autre manière de le faire que d'enfermer des journalistes pour avoir posé un acte pendant l'exercice de ses fonctions. Parce que on ne dit pas que si un journaliste tabasse peut-être quelqu'un sur la route, on ne peut pas l'arrêter. Non, c'est dans l'exercice de son métier. Voilà. S'il pose un acte qui porte atteinte, je ne sais pas, à l'honneur de quelqu'un ou à l'ordre public, il faut créer des mécanismes pédagogiques, mais aussi des sanctions ou des sanctions disciplinaires au niveau de la corporation, au niveau des structures de régulation, d'autorégulation, pour éviter à chaque moment nous ayons des faits tels que d'emprisonnement des journalistes de manière un peu désinvolte. Voilà, un journaliste, c'est un citoyen quand même. On va revenir sur cette question avec vous. C'est un citoyen qui peut s'engager justement dans un parti politique en tant que citoyen. Mais vous changez votre statut alors. Lorsqu'il est dans le cadre de son métier, il devient journaliste, c'est-à-dire donc au milieu. Voilà. Dieudonné Boinali, la même question, je vous la pose. La même question que j'ai posée à Fiston Oleko tout à l'heure. Dans un environnement où il y a ce qui s'appelle les journalistes engagés, parfois quand ils parlent, vous avez l'impression d'écouter un cadre de tel parti politique. Il y a l'armée numérique, les youtubeurs, il y a l'arsenal médiatique. Dans cet environnement qui est un petit peu un fourre-tout avec tout, comment dépénaliser? Est-ce que ce n'est pas plus difficile encore? Bon, moi je vois les problèmes de deux manières. D'abord, n'oublions pas qu'un journaliste, c'est quelqu'un d'abord qui est ici d'une école de formation, ça peut être une université. Avec la nouvelle loi, c'est obligatoire. Un institut supérieur. Là, je suis dans la nouvelle loi, la loi Mouyaya. Nous tous, nous avons appris qu'entre l'objectivité et la subjectivité, il n'y a qu'un pas pour glisser vers l'un ou l'autre. Mais on nous a toujours demandé, même si personne ne peut dire qu'il est objectif à 100% ou subjectif à 100%, nous devons toujours avoir une surdose d'objectivité quand nous diffusons nos informations, quand nous écrivons aussi nos papiers. Bien qu'il y ait un peu une dose de subjectivité dans nos papiers, je peux être supporter de Mazembe, mais au même moment, je suis journaliste sportif. Mais j'écris un papier sur la victoire de Mazembe devant son adversaire de tous les temps, par exemple, Vecled. Dieudonné Boinali, voilà. Vous avez la parole. Je vous complète un petit peu, bien, je commente un petit peu, mais il y a les faits qui doivent être sacrés. Les faits, dans notre profession, on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Quand on dit les faits sont sacrés, ça renvoie à l'objectivité. Les commentaires sont libres, c'est la subjectivité. Mais les ratios, subjectivité, objectivité, je pense avec vous
que l'objectivité doit prédominer. Quand vous faites votre papier, bien vous livrez une information, on doit sentir que cette information est objective. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? Vous connaissez les conditions dans lesquelles travaillent aujourd'hui les journalistes en République démocratique du Congo. Je voulais dire en Afrique subsaharienne. Parce que si nous focalisons sur la RDC, on risque de croire que dans d'autres pays de la région, les journalistes sont mieux payés comme en Europe ou aux États-Unis. Or, c'est faux. Dans presque beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, les journalistes travaillent dans des difficultés. Oui. J'ai parlé des difficultés de plusieurs ordres. Elles sont financières, juridiques, judiciaires, économiques, professionnelles, matérielles. Il y en a beaucoup de divers ordres. Mais le problème se trouve à quel niveau? Vous avez un journaliste qui est mal payé, sous-rémunéré, ou bien qui n'est pas payé, qui travaille au sein d'une rédaction. Mais qui tombe sur un contrat, il doit travailler pour un politicien. Vous pensez que ce journaliste-là va rester objectif, il va rester professionnel, il sera guidé par l'éthique et la déontologie, les principes de la profession? Je ne le pense pas, parce qu'on dit la main qui donne, c'est la main qui vous nourrit, c'est la main qui dirige, c'est la main qui commande. Il deviendra à un moment donné ce que le président Gabi Kuba nous avait dit lors d'une émission ici, Chemin Critique, présentée par William Albert Kalengay, que nous avons actuellement dans notre secteur des mercenaires politiques, c'est-à-dire des journalistes. Quand ils parlent, il y a une certaine confusion au sein de l'opinion. On ne sait pas, il est militant du parti de Matete, de Bandalungwa, du parti de Lubumbashi, de Likasu, de Kolwezi ou de Matadi. Est-ce qu'il donne l'information ou bien il est dans le militantisme? Vous sentez vraiment que celui-ci, vraiment, il est même prêt à se bagarrer pour tel homme politique ou femme politique. Donc, il n'est plus dans ses états. Vous voyez un journaliste danser même sur une chanson de campagne ou bien dédiée à une autorité morale. Maintenant, ce journaliste-là, vous allez dire qu'il est resté professionnel à 100%. Il est toujours professionnel. Moi, je ne pense pas. Parce que toutes les informations qu'il va commencer à nous livrer, à diffuser, vont être écrites quelque part. Il y aura un rédacteur. Lui, on lui met seulement, c'est comme le fromage dans la bouche. Toi, tu vas parler. Tu vas annoncer ça à la télé. Tu vas écrire ça dans ton journal. C'est ça le problème. Et le journaliste en profite parce que ça complète un peu son salaire, qui est modique, qui est insuffisant. Il a une femme, des enfants à charge, des personnes sous tutelle. Il y a des dépenses à faire. Il s'est dit, bon, je suis tombé quand même par... c'est un contrat proposé par un opposant bourgeois ou bien un ancien dignitaire de Mobutu qui a encore des moyens jusqu'à aujourd'hui. Les journalistes ne peuvent pas refuser. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? C'est ça la bonne question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener tous ces journalistes-là qui travaillent maintenant en marge de l'éthique et de la déontologie, des lois qui régissent notre secteur? C'est ça la vraie question. Il faut améliorer les conditions dans notre secteur. Il faut adopter certaines lois qui nous manquent pour exercer bien notre travail. Parce que vous avez posé une question, Fisson Oleko. Comment faire pour dépénaliser les délits de presse? Déjà, vous avez un problème. Si vous essayez d'envoyer seulement les jeunes reporters sur le boulevard du 30 juin ici, faire une émission, surtout si c'est devant un bâtiment stratégique, mais il risque d'être arrêté par un policier. On va lui dire que maman, film a raté. Télé m'a raté. Il y a des bâtiments publics, on vous dit, télé m'a raté. Ça aussi, c'est une réalité, c'est Cré Défense. C'est une réalité, mais chez nous, c'est généralisé. Il y a des endroits où ce n'est même pas stratégique. Il y a certains agents publics qui outrepassent leur pouvoir, qui va vous empêcher, vous journalistes, de faire votre travail. Et pourtant, le travail que nous défendons parfois même les personnes là qui nous mettent les bâtons dans les roues pour qu'on ne puisse pas bien exercer notre travail. On les défend souvent. Quand ils ont des problèmes de salaire, ils ne sont pas bien payés, ils n'ont pas de belles tenues, il y a tel chef qui a détourné leur salaire, leur prime, mais ils viennent chercher les journalistes. Mais le même journaliste, quand il vient auprès d'eux,
il demande ne fût-ce que la facilitation, qu'on le sécurise pour qu'il fasse son travail. On l'empêche. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut dépénaliser certains, les délits de presse, pas certains. Pourquoi? Il y a certaines choses qui se passent dans notre secteur que les agents publics considèrent comme des délits de presse. Mais sous d'autres essiers, ce ne sont pas des délits de presse. Bon, à chaque société, c'est loi quand même. Mais voilà. Si je comprends bien, donc il est difficile de dépénaliser dans un environnement où il y a les YouTube, les gens qui sont physiquement ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile de dépénaliser les délits de presse. Moi, je pense qu'il se pose un problème de l'opportunité de dépénaliser actuellement les délits de presse. Et puis, les moments. Le moment n'est pas bien choisi selon certains dirigeants. Parce que nous sommes un pays qui est en guerre. Ça fait plus de 25 ans que nous sommes en guerre. Ça, c'est de un. De deux, vous avez certaines lois qui manquent. Ces lois-là sont profitables et à la profession, au secteur des médias et même aux gouvernants. Par exemple, la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Ça va diminuer les arrestations des journalistes et les assassinats des journalistes, les interpellations intempestives, les convocations à la police. Oh non, venez, l'objet de votre convocation vous sera communiqué sur place. Tout ça, ça va diminuer. On ne dit pas que non, les journalistes vont devenir un électron libre, un hors-la-loi, il ne sera pas arrêté. Vous avez dit tout à l'heure, si le journaliste tape quelqu'un, il blesse quelqu'un, c'est normal. Il tombe sous le régime du droit commun. Il a causé préjudice à autrui. C'est normal qu'on puisse l'arrêter. Fiston Oleko a défendu, je l'ai soutenu. Il a dit dans l'exercice de sa profession. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas en dehors de sa profession, dans l'exercice de sa profession. Merci Dieudonné Boinali. Fiston Oleko, mais un journaliste doit-il tout dire? Même quand il a vérifié que c'est une bonne information, c'est une information vraie, est-ce qu'il doit tout dire? Bon, merci beaucoup. Il faut dire que ça dépend. Là, la question autour de laquelle nous avançons nos arguments ici, ça touche aussi à la question ou au principe de l'indépendance de la presse. Parce que c'est un élément très important, très capital. Les journalistes ne doivent pas tout dire, ça c'est vrai. Mais les informations d'intérêt public, je pense que en ce moment-là, les journalistes n'ont pas intérêt, ou les journalistes doivent quand même dire ou publier quand il s'agit de l'intérêt public. On ne va pas quand même filmer un dignitaire de pays entrer par exemple pendant ses débats, non. Ça on ne peut pas quand même diffuser. On ne peut pas entrer dans la vie privée de X ou Y parce qu'il assume par exemple des fonctions publiques, non. Mais quand il y a des actes qui sont d'intérêt public, en ce moment-là, quand même le journaliste doit publier, il doit tout dire. Dans ce cadre-là, oui. Mais ce n'est pas aller, par exemple, dans le sens privé. Mais il y a aussi un élément très important, c'est que la préservation de l'ordre public et bien évidemment la préservation de nos mœurs. Parce que nous sommes un pays, nous avons nos habitudes, nous avons notre culture, nous avons nos us et coutumes. Et ça aussi, ça doit être préservé parce que nous sommes un pays qui a, comme je l'ai dit, tous ces éléments-là, nos croyances. Il faut préserver aussi les croyances des uns et des autres. Mais j'insiste sur le fait que les informations d'intérêt public, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va censurer. C'est ça même le sens de notre travail en tant que journaliste. C'est ça même le sens de notre travail en tant que presse. C'est travailler dans le sens où on met à nu tout ce qui est public, tout ce qui concerne la gestion de la chose publique. Quand même, ça nous permet de savoir quelles sont la nature ou les attitudes, les comportements des gens qui nous dirigent. Quelles sont les décisions qui sont prises au niveau des institutions qui conduisent notre destinée, qui conduisent à la destinée de nos vies. Donc, moi, je pense que c'est
c'est une question qui entame aussi la liberté qui entame l'indépendance, comme je l'ai dit tantôt, des médias et de la presse, mais aussi qui entre dans le cadre des lignes éditoriales d'un média ou d'un autre. Donc, le journaliste ne doit pas tout dire, c'est vrai, mais des informations qui concernent la vie publique, c'est ça même son travail. Il doit quand même le publier, il doit quand même rendre compte ou soit diffuser ça, mettre le public au courant pour la bonne marche du pays, pour la bonne marche de la démocratie, mais aussi pour la bonne gouvernance. Ce sont là les éléments qui constituent vraiment la base pour le travail d'un journaliste. Mais si un journaliste va dans des sens privés, un journaliste va dans des sens de la diffamation, un journaliste va dans le sens de la manipulation, c'est en ce moment-là qu'on doit se poser la question, pourquoi est-ce que à une période X, à un endroit X, un journaliste a publié une information X. Ce sont aussi des éléments très importants à considérer, et souvent nous sommes pris, comme on a dit ici, sur le plan de l'environnement dans lequel nous travaillons comme presse. C'est aussi se poser la question qui paye l'encre. Il y a aussi des questions de savoir quelle est la motivation première qui a poussé le journaliste à publier telle ou une autre information. Est-ce qu'il ne serait pas manipulé pour des causes de X ou Y? Mais quand il s'agit, j'insiste là-dessus, d'une information à caractère public qui concerne l'ensemble de la République, je ne vois pas l'intérêt du journaliste à pouvoir cacher ça, l'intérêt des journalistes de pouvoir censurer ces genres d'informations. Dieudonné Boinali, il nous reste très peu de temps, on va chuter avec cette émission. Est-ce que la solution peut être aussi l'autocensure du journaliste? Est-ce qu'il doit s'autocensurer avant qu'il ne soit peut-être confronté aux autorités, à la loi et aux consorts? Et puis, la deuxième sous-question, dans cette même question, est-ce que la solution ne serait pas aussi de remonter quand même à la formation? Il y a des journalistes qui ne sont pas forcément bien formés. On a la réputation ici au Congo d'être mal formés. C'est juste une réputation, ça peut être faux aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi une solution? Donc, vous avez 1 minute pour répondre à ces deux petites questions. Bon, les journalistes sont mal formés. Bon, c'est une partie de l'iceberg. Je vais dire, il y a aussi des journalistes qui sont bien formés, qui ont des titres académiques, des grandes universités, des grands instituts supérieurs du pays. Parmi ces journalistes, il y a ceux qui ont été formés à l'étranger, dans des écoles de formation des journalistes de renom. Mais malheureusement, devant l'argent, on n'a plus le contrôle de son cerveau. Oleko a dit tout à l'heure, derrière un article, une information livrée par les journalistes, il faut toujours chercher à savoir qui paye l'encre, qui paye cette information-là. Le problème est que on parle actuellement des journalistes engagés, des journalistes mercenaires politiques. Il y a des journalistes qui ne sont restés journalistes que pour bénéficier de ces statuts-là afin de nuire politiquement à autrui. En réalité, ils ne sont pas des journalistes. Et même, ils le savent. Il a besoin juste de la carte de l'INPC, il a juste de la carte de service de son média, mais en termes de production d'articles, le nombre d'articles, le nombre de reportages faits sur le terrain, il est absent. Participation aux réunions, au conseil de rédaction, il est absent. C'est un journaliste qui est activiste politique. Vous voyez là où se pose un problème. Quand on l'arrête, il exhibe son statut de journaliste. Mais quand il travaille, il se comporte en journaliste mercenaire politique. C'est là où il y a la confusion. Même quand le juge est devant cette situation, il ne sait pas comment juger. Je suis en face d'un journaliste qui a commis une faute professionnelle. Si tel est le cas, dois-je l'envoyer au CESAC, retourner le dossier au CESAC, à l'INPC, à sa rédaction? Ça relève du droit de réponse. Peut-on demander à la personne qui est lésée d'aller écrire son droit de réponse? Ou bien, je suis en face d'un citoyen. L'infraction commise tombe dans le cadre du droit commun. Donc, je dois le juger comme un citoyen, comme tout autre, et non comme un journaliste. C'est là où se pose un problème. C'est pour là que je vous dis, vous avez parlé du problème de la formation des journalistes, qui pose problème, qui pousse certains d'entre nous à s'égarer, ou soit à se laisser facilement manipuler ou acheter. Mais moi je dis,
c'est une partie du problème. Parce que nous trouvons aussi des journalistes qui sont bien formés, qui sont même plus intelligents que nous autres, mais qui se comportent mal, qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie, les textes qui régissent notre profession. Pour lui, c'est les statuts du parti politique qu'il emploie. C'est ça que lui, il respecte. Donc, il oublie qu'il est journaliste. Il y a une frontière entre l'information qui relève de la sécurité nationale, stratégique, à ne pas donner. Il y a une frontière entre l'information qui relève de la vie privée. Vous êtes tombé sur les sextapes de quelqu'un, les ébats sexuels de quelqu'un. Cela ne veut pas dire comme vous êtes journaliste, vous avez la liberté de diffuser ça dans votre média, même sur les réseaux sociaux. Non, notre métier nous l'interdit. Fiston Leco l'a souligné ici et je le soutiens, toute information n'est pas diffusable. Ça peut vous coûter votre tête. Rappelez-vous de Jean-Baptiste de la Bible, ce qu'il avait dit à la femme du roi, à la reine, et ce qui lui avait coûté, comme la vie. Merci bien, Dieudonné Wanali, ce sera votre mot de la fin. En tout cas, Fiston Leco, en 30 secondes, votre mot de la fin aussi. Ouais, merci beaucoup, Patrick Lunga. Moi, je crois que le combat que la corporation, dans son ensemble, doit mener, c'est ce combat de l'indépendance, mais aussi chercher vraiment des voies et moyens pour que la presse congolaise soit autonome, soit vraiment une presse qui travaille librement, sans dictat. Et c'est là, ça renvoie justement à l'économie des médias. Il faut trouver vraiment des mécanismes pour que notre métier travaille, évolue librement. Parce que c'est le problème d'inféodation, que la presse soit inféodée, ça se trouve partout. Ça renvoie justement à l'expression d'instrumentalisation. Quand nous nous retrouvons aussi souvent devant des juges qui sont aussi inféodés par les politiques et qui travaillent aussi selon les commandes des politiques. Donc nous sommes dans un environnement un peu beaucoup plus compliqué, mais nous devons travailler pour garder notre indépendance en travaillant normalement, surtout aussi aux patrons des presses. Pensez aux journalistes, pensez aux contrats, pensez à mettre le journaliste dans des conditions qui justement leur permettent de pouvoir travailler librement, bien que la situation générale, la situation économique générale du pays, socio-économique je vais dire, du pays pose aussi problème, mais notre combat en tant que journaliste, notre combat en tant que corps professionnel, c'est vraiment de arracher, si on ne nous la donne pas, cette liberté de travailler, cette indépendance de travailler comme presse, ça va nous éviter beaucoup des choses. Et ça, vraiment, c'est un appel lancé à tout le monde, aussi bien par nous, les journalistes, mais aussi par les autorités judiciaires, politiques, militaires et tout. Merci beaucoup, Fiston Leco, ce sera votre mot de la fin. On vous remercie en tout cas pour vos analyses toujours pertinentes. Monsieur Dieudonné Wanali, on vous remercie également pour vos analyses toujours pertinentes. On va remercier également les téléspectateurs qui nous font en tout cas la fidélité de nous suivre. C'était important de débattre autour de ce sujet parce qu'il faut se rappeler que le travail de journaliste, c'est un travail qui touche parfois au destin de nations. La RDC, le Congo en tout cas, avait été colonisé. En tout cas, le roi Léopold est arrivé ici sur base de reportages de Stanley et il avait été évincé aussi du Congo sur base de reportages des journalistes. Donc c'est important le travail de journaliste et on avait en tout cas voilà, on a traité ici dans cette émission de la question de dépénalisation de délits des presse et j'espère qu'on a été un petit peu cohérent et puis on a fait un débat qui vous a apporté de lumière autour des questions aussi importantes. On va donc se quitter sur cette note avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine avec d'autres débats toujours aussi pertinents et toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.